Ravi d'être avec vous à nouveau cette année. Monsieur Dubé, Simon. Voilà, nous allons commencer l'université d'été avec un dialogue avec Monsieur Dubé, sociologue, comme l'a présenté Stanislas, et Simon Guiotto, économiste, qui ont tous les deux écrit des ouvrages qui traitent de ces questions d'inégalité, égalité, de progrès. Et pour essayer d'expliciter un peu les deux grands concepts qu'a évoqué Stani, égalité des positions sociales, égalité des chances, je vais demander tout d'abord à Monsieur Dubé de brosser un peu les 100 dernières années par rapport à ces deux concepts. Comment ont-ils évolué? Se complètent-ils? S'opposent-ils? Qu'en est-il? Bien, mais merde. Je pense que ça devrait marcher. Ça marche? Je ne sais pas. Oui, ça marche là maintenant. Oui. Bien, d'abord, merci de m'avoir invité dans ce très, très bel endroit. Alors, très rapidement, parce qu'il faut en 5 minutes raconter l'histoire de l'humanité, pardonnez-moi, je ne me lancerai pas dans le débat pour savoir si les hommes sont vraiment égaux. Voilà. Je crois que les Lumières nous ont imposé un principe auquel on adhère, j'espère, c'est l'idée que nous avons le droit d'être égaux. C'est-à-dire que l'affirmation de l'égalité est une affirmation de principe, et c'est un principe auquel on tient en général, selon lequel nous sommes libres et égaux. Voilà. Et à partir du moment où ce principe s'est installé, les sociétés ont été confrontées à un problème gigantesque, c'était comment combiner l'affirmation de l'égalité des individus au fait que les sociétés fabriquent sans cesse des inégalités. Et donc, on est rentré dans 2 siècles de problèmes sociaux, de mouvements sociaux, de protestations, de gauche et de droite, de débats philosophiques, qui sont toujours des manières de répondre à cette contradiction. Nous sommes égaux, mais en réalité, la vie sociale nous rend sans cesse inégaux. Savoir si c'est les gènes ou la vie sociale me paraît un débat vaguement métaphysique. Comme sociologue, je pense que c'est plutôt la vie sociale, mais ça n'a pas vraiment d'importance. Alors, si je regarde maintenant la manière dont cette contradiction a été surmontée, on a envie de dire, mais de façon extrêmement grossière, que dans l'Europe industrielle, occidentale, dont font partie la Belgique, la France, l'Allemagne, l'Angleterre, l'Italie, quand elle était civilisée, etc., c'est une vacherie dont j'aurais pu me passer, on a considéré grosso modo que le progrès social et le progrès de l'égalité, d'ailleurs on utilisait le même mot pour désigner le progrès technique, scientifique, etc., et le progrès social, consistait à réduire les inégalités entre les positions sociales. On ne raisonnait pas sur les individus, on raisonnait sur les positions qu'ils occupent. Autrement dit, le progrès social consiste à faire qu'une part de la richesse accaparée par les plus riches soit redistribuée vers les plus pauvres, par l'État-providence, la protection sociale, l'assurance chômage, l'assurance maladie. Et ce modèle de justice, qui avait un horizon qu'on appelait le socialisme, mais au fond, ce qui compte, ce n'est pas l'horizon, c'était le mouvement des sociétés, s'est révélé quand même, jusque dans les années 1980, extrêmement efficace. Quand vous prenez l'égalité en Europe entre 1910 et 1980, elle a diminué par 2. Sans compter que pendant ce temps, une partie de l'humanité qui n'était pas vraiment considérée comme égale, je veux dire les femmes, est elle aussi rentrée dans l'égalité. Donc, on a raisonné dans ce modèle au sein de sociétés industrielles nationales. Les syndicats, les patrons, la gauche, la droite, l'État-providence, on fait des grèves, on s'affronte, mais au bout du compte, on est dans ce modèle de réduction des inégalités. Alors, ce modèle s'est, à mon avis, terriblement affaibli, chacun le sait, en raison de ce qu'on appelle la mondialisation qui a terriblement affaibli le cadre à la fois industriel et national. Quand j'étais jeune, dans les années 70, on disait, les gens de gauche comme moi disaient que la France était dirigée par le capitalisme monopoliste d'État. Ça voulait dire par l'alliance d'une bourgeoisie nationale et d'une haute fonction publique. Aujourd'hui, tout le monde en rêverait. C'est plus dirigé comme ça. Bon, c'est dirigé par des forces bien plus grandes et bien plus lointaines. Donc, ce modèle s'est cassé. Ce modèle avait des aspects assez conservateurs, parce qu'au fond, il demandait aux gens, aux acteurs, de garder la position qu'ils avaient, en espérant que leur position s'améliorerait. Au fond, on disait,
à un fils d'ouvrier, tu resteras ouvrier comme ton père, sauf si tu es un peu génial. Mais tu vivras mieux que ton père. Tu vivras mieux que ton père parce que le progrès technique, social, fait que tu vivras mieux que ton père. Et ça a été vrai. Ça a été vrai. Pendant quand même quelques décennies. Et puis, c'est un modèle qui a été aussi critiqué parce que d'autres inégalités devenaient invisibles. Les femmes. Quand je dis ça, généralement, les femmes s'énervent, mais les femmes sont bien plus égales aujourd'hui qu'elles étaient hier. Mais elles sont beaucoup plus en colère aujourd'hui qu'elles étaient hier. Parce qu'elles sont plus égales, justement. Vous voyez, bon, voilà. Ferme le banc. Les immigrés. Les immigrés étaient discriminés d'une manière abominable, mais ça faisait partie de l'ordre des choses, dans ce modèle. Quand on regarde, alors ce modèle a été beaucoup plus faible aux États-Unis, où pour des raisons que vous expliquerez très bien, Max Weber, et à la fois le thème de la frontière de la société ouverte, l'idée de justice sociale s'est formulée autrement en termes d'égalité des chances. Au fond, la société juste, ce n'est pas celle qui réduit les inégalités entre les positions. D'ailleurs, aux États-Unis, aujourd'hui, les pauvres votent pour un milliardaire, ce qui prouve que ce n'est pas leur problème. Le modèle de l'égalité, c'est de dire chacun doit avoir au départ les mêmes chances d'occuper toutes les positions sociales, aussi inégales soient-elles. Donc on ne raisonne plus sur les places, on raisonne sur les individus et les chances que les individus ont d'atteindre des positions inégales. Au fond, c'est la métaphore sportive. Ouais. Si la compétition est équitable, la victoire de Federer n'est pas contestable. Je signale d'ailleurs que dans les sondages d'opinion, les salaires extravagants des footballeurs ne sont pas contestés. Il va de soi qu'Eden Hazard mérite son fric. Enfin, pour les gens, pas pour les esprits éclairés. Mais pour les gens, il mérite son fric. Voilà. Donc on change de modèle et la promesse que l'on fait, c'est de dire les institutions, l'école, etc. vont abolir l'influence illégitime des inégalités sociales pour produire une compétition équitable dans laquelle chacun occupera la position qu'il mérite en fonction de son mérite. Et aujourd'hui, c'est ça le modèle complètement dominant. On a basculé, d'ailleurs, vous avez peut-être constaté l'effondrement politique des social-démocraties, on a basculé vers l'idée que l'égalité, c'est au fond l'égalité des chances plus que l'égalité des positions sociales qu'occuperont les individus. Alors ce modèle n'est pas plus contestable que le premier en termes philosophiques, je veux dire, c'est une autre grammaire, une autre combinatoire de la liberté et de l'égalité des individus. Mais de même qu'on peut adresser de grandes critiques à l'autre modèle, celui-là, et c'est ce que je m'arrêterai là-dessus, me paraît poser de grandes difficultés. D'abord, il est très difficile de neutraliser les effets des inégalités initiales. Comme spécialiste de l'école, je peux vous dire que dans toutes les écoles du monde, quelles qu'elles soient, alors il y en a de plus équitables que d'autres, mais quelles qu'elles soient, mieux vaut être un enfant de cadre dont la mère a un diplôme d'enseignement supérieur et ne travaille pas, ce qui est le top de la réussite, puisque vous avez un coach à la maison qui redouble le travail, que d'une famille immigrée dans laquelle les deux parents travaillent. Mieux vaut lire Télérama que Télé 7 jours. Voilà. Bon. Ça, c'est très difficile, mais pourquoi pas? Mais c'est très difficile aussi comme promesse, parce que si je veux de l'égalité des chances, il faut que les gens qui occupent les positions supérieures acceptent que leurs enfants soient mis en concurrence avec les challengers dans l'égalité des chances. Or, je peux vous dire, ayant étudié les pratiques scolaires, que les familles qui tirent les plus grands bénéfices de l'école n'ont pas la conduite sportive la plus exemplaire dès qu'il s'agit de renoncer à leurs privilèges, établissements chers, établissements chics, cartes scolaires, langues rares. La France a connu une défense du latin absolument extraordinaire ces dernières années. Personne n'en a rien à faire du latin. Il s'agissait de défendre des classes d'enfants blonds regroupés autour du latin. Je suis désolé pour ceux qui aiment le latin, mais c'est quand même... D'ailleurs, les enfants abandonnaient le latin dès qu'ils avaient atteint, dès qu'ils étaient dans cette classe. Donc, l'idée que les riches vont payer des impôts est douloureuse pour les riches, mais l'idée qu'ils devraient laisser la place à d'autres, à mon avis, est encore plus douloureuse. Et toute l'analyse que l'on fait des pratiques sociales
montrent que vraiment, ça ne va pas se produire. Voilà, que tout sera mis en œuvre et les sociologues s'épuisent à démontrer les 1000 ruses par lesquelles, au fond, on triche dans cette compétition. Troisième chose, l'égalité des chances a une vertu morale parce qu'elle justifie la victoire des vainqueurs. J'ai gagné, je dois mon mérite qu'à moi-même. Moi, je viens d'un pays dans lequel vous dites que si vous avez acquis votre position grâce à vos succès scolaires, personne ne vous conteste moralement cette position. C'est comme ça, on croit à l'école. Bon. La question qui se pose est les vaincus. Car si on est dans un modèle d'égalité des chances, il y a des vainqueurs et des vaincus. Or, les vaincus sont obligés, dans ce modèle, d'intérioriser le fait qu'ils sont responsables de leur échec. Et ça se transforme, à mon avis, dans un effroyable ressentiment. Quand vous êtes invité à être responsable de votre échec, il ne vous reste qu'à haïr tous ceux que vous pouvez accuser de cette responsabilité. Et on le voit très bien. Aujourd'hui, se développe, plus l'égalité des chances se développe, plus on voit se développer, par exemple, des thèmes comme la haine des pauvres. Quand on posait des questions il y a 30 ans ou il y a 20 ans sur quelle est la cause du chômage, les gens disaient l'économie, capitalisme. Quand on pose la question aujourd'hui, la réponse majoritaire, c'est la cause du chômage, c'est les chômeurs. C'est les chômeurs. C'est les feignants. Ils n'ont pas fait. La cause de l'échec scolaire, c'était du temps de Bourdieu, c'était le capitalisme. Maintenant, c'est les familles des missionnaires. C'est-à-dire qu'on transfère la responsabilité des inégalités sur les individus. Et les individus deviennent méchants. Ils se mettent à détester les plus pauvres qu'eux, les étrangers, etc. Je ne vais pas vous faire un tableau de l'évolution politique de l'Europe. Troisième et dernier élément, c'est que ce modèle repose au fond sur une fiction ce que j'appelle une fiction nécessaire, c'est-à-dire qu'on croit au mérite, mais on ne sait pas ce que c'est. Voilà. Et tous les DRH le savent, quand il s'agit de sanctionner le mérite, au fond, est-ce que la personne qui a du mérite a vraiment du mérite d'avoir du mérite? Bon. Est-ce que d'être beau, c'est du mérite? Or, ça aide considérablement dans une carrière. D'être grand, est-ce que c'est du mérite? Or, ça aide considérablement dans une carrière. Voilà. Est-ce que Federer a du mérite? Oui, il s'entraîne. Mais moi aussi, si je m'entraîne autant que Federer, il y a peu de chances que j'ai autant de mérite. Donc, au fond, on fabrique une fiction qu'on n'arrive jamais à... Alors, je ne suis pas en train de dire, je ne veux pas avoir l'air d'un vieux socialiste de 1935-36, pour dire retournons à l'idéal de la simple réduction des inégalités entre les positions sociales, mais je voudrais rappeler que l'idéal qui est devenu le nôtre de l'égalité des chances pose quand même de très très grandes difficultés, et la promesse qu'il tient est probablement encore plus difficile à réaliser que l'ancien modèle. Donc je pense qu'on devrait peut-être combiner ces deux modèles de justice et ne pas répéter comme une sorte de mantra égalité des chances, sans savoir exactement ce que l'on dit et ce à quoi ça nous enchaîne. Merci beaucoup. C'est très clair. Alors, je vais poser la question à Simon. Effectivement, donc on voit que l'égalité des places a fait place justement à l'égalité des chances. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce grand constat? Et si oui ou non, d'ailleurs, que proposez-vous pour essayer d'enrayer les problèmes que M. Dubé vient d'évoquer? D'abord, je suis... Ça marche? OK. Oui, ça marche. Je suis dans les grandes lignes d'accord avec les conclusions. Et même si je trouve l'idée d'une égalité de chance une idée motivante et rassemblante, il a raison que c'est très difficile, voire impossible, voire insouhaitable à l'atteindre. Parce que ça impliquerait de neutraliser l'influence des parents, bons et mauvaises. Tout comme une égalité de place impliquerait des scènes dystopiques d'une histoire de Kurt Vonnegut, où les gens beaux sont masqués, les gens forts portent des poids, et les gens intelligents portent des écouteurs avec du bruit pour perturber leur concentration. Si vous voulez savoir les détails et l'histoire de l'inégalité, un collègue à moi a écrit un livre sur le sujet, Les vertus de l'inégalité, que naturellement je vous conseille fortement. Mais
Pour moi, mon rôle commence après. Vu l'inégalité, vu la mauvaise inégalité, parce que dans son livre, il explique qu'il y a de bonnes et mauvaises inégalités, mais vu la mauvaise inégalité, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on doit faire? Et ce qu'on doit faire, c'est investir dans les opportunités de vie des jeunes âges. Pas une égalité des chances, parce que c'est impossible. Dans la discussion sur les allocations familiales, en Flandre comme en Wallonie, on a entendu elk kind is gelijk. Un enfant vaut un enfant. Non, les enfants sont inégaux, les familles sont inégaux, mais on peut bien égaliser les chances et égaliser à la haute. Parce qu'actuellement, les opportunités de vie des jeunes enfants qui vivent en précarité sont très très limitées. Le fait que les parents qui sont capables font le mieux pour les enfants, ça c'est quelque chose à encourager, pas interdire ou contrer. Mais pour trop d'enfants, les parents ne sont pas capables ou préparés pour le faire. Et c'est un problème massif. Ici en Wallonie, 1 sur 4 enfants vit dans la précarité ou dans la pauvreté le possible. À Bruxelles, c'est 4 sur 10. Et si on inclut le risque d'exclusion sociale, les chiffres seront encore plus hauts. Et quand je parle du jeune âge, M. Libet a déjà mentionné l'école, mais l'école est trop tard. Le jeune âge, c'est avant l'école maternelle et la période périnatale. Je vous donne un tout petit exemple au niveau des langues. Si vous ne pouvez pas parler et comprendre, c'est impossible d'apprendre quelque chose à l'école. À l'âge de 4 ans, entre les familles très très favorisées ou avec beaucoup d'opportunités de vie et des enfants en précarité, il y a une différence de 30 millions de mots entendus. 30 millions de mots à l'âge de 4 ans. Personne ne sera étonné que ça se traduise dans leur vocabulaire en enfant moyen, parce que ces 30 millions sont vraiment l'extrême de la dispersion. Un enfant moyen, au début de l'école maternelle, connaît 1200 mots. Un enfant qui est né et qui vit en précarité, au début de l'école maternelle, s'il est déjà assez fortuné pour aller à l'école maternelle, parce que beaucoup d'enfants en précarité n'y vont pas, connaît que 400, un tiers. Pour commencer, c'est à demi-achevé, et vous pouvez déjà deviner où un retard si fort nous va mener. Il faut donc investir en amont, au lieu d'essayer de résoudre les problèmes comme le décrochage scolaire et le chômage en aval. Prévenir, c'est mieux que guérir, mais aussi meilleur marché. Des investissements dans la politique familiale, dans le jeune âge, très très jeune âge, nouveau, avant 3 ans, et même la période périnatale, remporte le double ou le triple pour le budget de l'État. Et encore plus si on inclut les gains privés, ça c'est le terme économiste pour dire les enfants et les gens eux-mêmes, en termes économiques et en termes de bien-être. Une politique familiale performante, c'est donc impératif au niveau économique, démocratique et social pour des chances plus égalitaires, et ça nous apportera aussi à une diminution de l'inégalité. Mais le problème est que la politique familiale, et dans un sens le plus large, toute la prévention des problèmes sociaux est comme la vaisselle d'une maison que vous partagez avec les autres. Tout le monde veut que ça soit fait, et personne n'a envie de salir la main. Merci Simon. Alors, quand on t'entend, tu prends soin de dire que ce n'est pas l'égalité des chances à outrance, mais ça y ressemble quand même fortement. Alors je voudrais poser la question à M. Dubet. Vous avez dit qu'il faut essayer de combiner égalité des positions sociales, égalité des chances. Concrètement, comment le faites-vous? Et que pensez-vous justement de l'accent qui est mis par Simon sur la politique familiale et l'enseignement vraiment au plus jeune âge?
D'abord, il serait très, très difficile d'être hostile à ce que vous dites, parce que les inégalités, ça commence très tôt, et puis il y a un effet de croissance géométrique tout au long de la vie. Voilà. Donc, plus on agit tôt, mieux c'est, etc. Je suis d'accord. Mais moi, ce qui me... Il y a un point quand même, je ne suis pas sûr que ce soit un désaccord, mais je voudrais quand même souligner le fait que plus vous raisonnez en termes d'égalité des chances, plus, au fond, vous confiez à l'école, vous demandez à l'école de faire ce que la société ne fait plus elle-même. C'est-à-dire que vous demandez à l'école d'abolir de plus en plus les effets des inégalités initiales pour créer une compétition qui permette aux meilleurs de réussir de façon juste et aux autres d'échouer de façon juste. Alors, quand on regarde, il se trouve que c'est un problème que j'ai étudié techniquement, que je connais, que je ne veux pas avoir d'argument d'autorité. Enfin, j'ai passé quand même beaucoup de temps à étudier ça et à faire du benchmark aussi un peu international. Vous regardez, il y a un constat qui est tout à fait étonnant, c'est que vous vous rendez compte que plus les sociétés croient à l'égalité des chances, plus elles pensent que le diplôme doit être déterminant pour accéder à l'emploi et pour définir le premier niveau de salaire, plus les inégalités scolaires sont fortes. Autrement dit, plus vous demandez à l'école de réaliser les conditions de l'égalité des chances, plus la réalité des pratiques scolaires, c'est une accentuation très forte de la compétition scolaire qui creuse les inégalités. La France et la Belgique, d'ailleurs, de ce point de vue-là, devraient se battre un peu la coulpe, puisque la France et la Belgique sont des sociétés relativement peu inégalitaires dans le monde. Il n'y a que les Scandinaves qui sont un peu plus vertueux que nous. Bon. Mais en revanche, quand on regarde les inégalités scolaires, alors les Français et les Belges, on est très, très, très mauvais. On est bien plus mauvais que des pays bien plus égalitaires, bien plus inégalitaires que nous, parce que nous, on est convaincus que l'école doit régler la totalité du problème. Alors, je voudrais insister là-dessus, parce que la question qui se pose, c'est pas simplement que les enfants de pauvres aient le droit d'entrer à l'école polytechnique en France ou dans les meilleurs départements de l'université de Louvain. Au fond, il suffirait d'en faire rentrer quelques dizaines de plus et statistiquement, on aurait l'air de régler la question. La vraie question, c'est qu'est-ce qu'on fait de ceux qui ont échoué à l'école? Et là, il y a de grandes différences. Et je voudrais donner un exemple qui n'est plus exact, mais qui était très spectaculaire dans les années 80. Dans les années 80, l'Allemagne avait gardé un système scolaire très sélectif. Le gymnasium, c'est pour les bons élèves, gosses de riches. Voilà. Bon. Là-dessus, la France était nettement meilleure. Il y avait des gosses de pauvres au lycée. Mais quand on regardait le destin des élèves qui avaient fait des formations professionnelles, parce qu'ils n'étaient pas assez bons, en Allemagne, ils s'en sortaient parfaitement bien, parce que l'école allemande traitait bien ses mauvais élèves, alors que l'école française, considérant qu'elle était juste par principe, disait qu'elle ne devait pas grand-chose aux mauvais élèves, ce qui fait que dans les années 80, 4% des ingénieurs français avaient été ouvriers dans leur vie, autrement dit, peanuts, parce que l'école détermine tout, alors que c'était 40% en Allemagne, dont l'industrie, pour ce que j'en sais, ne paraît pas se porter tellement plus mal. Voilà. Donc, la question qu'il faut se poser, c'est évidemment celle que vous posez, qu'est-ce qu'on fait avec les plus défavorisés, etc. Mais c'est de dire, dans un système qui produit nécessairement des vaincus, la vraie question de justice sociale, c'est quelle place on leur donne dans la société, quelle formation on leur donne, quel niveau d'emploi on leur donne, et pas simplement s'assurer de l'équité du système de distribution des individus dans les inégalités sociales. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Autrement dit, qu'il y ait plus d'enfants d'immigrés à l'école polytechnique en France, tant mieux, mais le vrai scandale, c'est qu'il n'y a que des enfants d'immigrés dans les lycées professionnels et qu'il n'y a que des enfants d'immigrés dans les lycées professionnels dont les formations débouchent sur rien. Et ça, c'est des centaines de milliers d'élèves, mais quand vous vous adressez à un intellectuel français, le seul pourcentage qui l'intéresse, c'est le nombre d'enfants d'immigrés à l'école normale supérieure. Il y en avait 15, il y en a 20, on a accru notre score de 25%. Voilà. Il faut bien comprendre que les conceptions de la justice nous engagent sur des manières de voir les problèmes.
Et là-dessus, je partage évidemment votre sentiment. Il faut soutenir les enfants, les familles, tatati. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mais à la fin, il faudra bien donner des positions honorables aux individus qui n'ont pas eu le mérite d'avoir du mérite. Simon, que répondez-vous à cela? Comment faites-vous? Parce que vous mettez l'accent vraiment sur la petite enfance. Monsieur Dubé vient de dire que c'est correct, il faut le faire, mais comment voyez-vous les choses de manière alors plus large? Si vous étiez par exemple Premier ministre, bon, vous mettez tout le paquet sur la petite enfance et vous oubliez le reste, ou vous répartissez de quelle façon? Non, alors d'abord, je sais que l'objectif était de faire une discussion, mais de nouveau, je suis dans les grandes lignes d'accord. Investir dans la politique familiale, c'est pas éliminer le filet de sécurité sociale. On aura besoin. La politique familiale, si on regarde les chiffres, ce qu'on peut atteindre avec une politique familiale performante, c'est incroyable, mais ce n'est pas parfait. Le but, c'est pas éliminer, mais soulager le filet de sécurité sociale. Alors on peut l'utiliser plus efficace, qu'on peut mieux soutenir les gens qui sont en chômage. Un autre point que M. Dubé a touché est qu'on ne peut pas tout attendre à l'école. De nouveau, désolé, d'accord. En Flandre, il y a même un pédagogue, Pedro de Breukere, qui a compilé une liste de toutes les suggestions des cours supplémentaires qu'il faut introduire à l'école. Parmi les choses un peu normales, il y a apprendre à dormir, la méditation, l'allaitement, cours des jeux électroniques, pas programmés, ça c'est une autre suggestion, vraiment des cours de jouer des jeux électroniques. Même s'il y a des propositions méritantes, c'est pas ça que l'école doit faire. Et si vous permettez de nouveau faire un peu de publicité pour mes collègues, la prochaine semaine, Jean Hendricks de Luciel et Christophe de Wet de KU Leuven, tous les deux d'Itinera, présenteront leur deuxième livre sur l'école à renouveau, pour vraiment tacler ces problèmes de décrochage scolaire, la manque de mobilité sociale dans les écoles en Belgique, le taux de redoublement, surtout chez les enfants des familles défavorisées. Alors, oui, l'école a beaucoup à faire, on ne peut pas attendre toute l'école. Alors, c'est qui? C'est les parents. Les parents sont le pilier de la politique familiale. Les parents sont les éducateurs principaux de l'enfant. C'est pas moi que le dis, c'est aussi moi, mais c'est la Convention internationale des droits de l'enfant. Alors il faut investir dans la capacité des parents. Dans le livre, je parle de la responsabilisation des acteurs dans la politique familiale, donc les parents, mais aussi l'émancipation et l'inclusion. Vous m'avez demandé si j'étais Premier ministre, qu'est-ce que je ferais? Je démissionnerais parce que je ne suis pas politicien. C'est beaucoup trop strict. Moi, j'aime lire quelques livres, écrire quelques livres et je suis à l'aise. Mais il ne faut pas tout miser sur la petite enfance, mais plus miser sur la petite enfance. Il y avait un article dans le journal hier. Qu'est-ce que fait la Fédération Wallonie-Bruxelles avec son budget? Il y avait 658 000 € pour le maternel, presque 1,3 milliard pour l'enseignement supérieur. On sait bien, et je pense que M. Dubé le sait mieux que moi, que la plupart des gens qui arrivent à l'enseignement supérieur ne sont pas les gens des familles défavorisées. Même si on a eu une démocratisation de l'enseignement, y compris l'enseignement supérieur, ils n'arrivent pas. Combien est-ce qu'on investit actuellement dans la petite enfance dans la Fédération Wallonie-Bruxelles? Dans 4030. C'est principalement l'ENE et les subventions pour l'accueil. 430 000, désolé. 130 millions. Non, 430 000. 430 000 €. D'accord, voilà. Pour les crèches, 1,3 milliard pour l'université. Et combien ça coûte une crèche?
Une crèche, le moyen, c'est 350 € par mois. Ici, Luciel, j'ai regardé sur la site web hier, le bachelier, si vous avez des revenus modestes, 370 par an. 370 par an, 30-50 par mois. Je pense qu'il y a un tout petit déséquilibre, certainement vu qu'on sait que les enfants les plus précarisés bénéficient le plus d'un accueil de petite enfance de qualité, et vu qu'on sait qu'à l'université, les gens défavorisés n'arrivent moins. Je ne veux pas dire pas, mais moins. Alors, on a vu que vous étiez quand même d'accord sur beaucoup de points, sur la nécessité de combiner l'égalité des positions sociales avec l'égalité des chances, de ne pas tomber dans les excès, d'opérer tout au long de la vie, même si vous mettez l'accent surtout sur la petite enfance. Que peuvent faire les entreprises pour contribuer à cela, Monsieur Dubé? Je ne sais pas, ça me paraît... D'abord, je crois que, pardonnez-moi de revenir un peu en arrière, Ouais. je crois qu'il faut comprendre que les inégalités sont des systèmes de production continue. C'est pour ça que c'est très difficile de dire, on peut toujours dire, ça fait du bien, c'est la faute à l'école, c'est la faute aux familles. D'ailleurs, généralement, vous ne l'avez pas dit, mais c'est la faute à Dieu, parce qu'il avait mal organisé son coup au départ. Parce que non, comme ça, on remonte dans des causalités initiales. Et je viens d'un pays, d'ailleurs, où en général, c'est pas ce que vous faites. Quand on dénonce la cause, les inégalités, on dit qu'il faut tout changer, et comme on peut jamais tout changer, on en déduit en général qu'il faut ne rien faire. Je le signale, il y a sur les inégalités des raisonnements qui sont à la fois radicaux idéologiquement et ultra-conservateurs politiquement. Donc changer tout, mais pas l'échelle dans mon bureau. Voilà. Vous êtes dans ce système. Donc il faut faire très attention à ça pour bien comprendre que c'est des processus continus. Par exemple, vous avez des inégalités initiales entre les enfants, vous vous rendez compte que l'établissement, la filière, le choix de la langue, l'optimisme des profs, etc., sur la base d'inégalités initiales faibles, vont créer des inégalités finales extrêmement fortes. Et d'ailleurs, les parents ne s'y trompent pas quand ils veulent choisir les profs, l'école, la langue, etc. Ils ont bien compris que tout ça, c'était à la fin des tout petits trucs qui s'étaient complètement accumulés. Alors, les entreprises là-dedans jouent évidemment un rôle essentiel. Moi, je n'ai pas de conseils à donner aux entreprises, sinon que je ne voudrais pas être DRH, parce que c'est quand même un métier qui vous oblige à arbitrer entre des principes de justice contradictoires. C'est-à-dire, si vous jouez le mérite continu des individus, vous cassez les collectifs de travail, mais si vous jouez l'égalité des collectifs de travail, évidemment, vous tuez le dynamisme, etc. Et le talent, on sait que comme d'ailleurs dans la gestion d'une classe, un bon prof, c'est celui qui met les élèves en compétition tout en faisant que la classe reste solidaire, ce qui demande du talent. Moi, je n'ai pas ce talent et je ne me permettrai pas de donner des conseils, mais on le sent bien quand moi, je fais beaucoup d'entretiens sur le sentiment d'injustice au travail. Les gens voient bien que c'est des arbitrages entre les principes de la même manière qu'il faut donner beaucoup d'autonomie aux gens, mais il ne faut pas que l'autonomie casse la rationalité d'un travail collectif. Et donc, c'est quand même un art. Ce qui me frappe, évidemment, c'est que le monde de l'entreprise est devenu un monde d'une extrême inégalité. Du temps d'Henry Ford, qui était par ailleurs une sorte de quasi-nazi, un type abominable, Henry Ford souhaitait que les directeurs de ses usines ne gagnent pas plus de 10 fois le salaire de l'ouvrier le plus qualifié. Aujourd'hui, ça apparaît trotskiste, enfin, je veux dire. Le type gagne 100 fois, 120 fois, 200 fois. Oui, c'est comme ça. Voilà. Pas vous, évidemment, mais les autres. Voilà. Donc, il y a quand même un problème de l'égalité dans les entreprises, et on sait que chaque fois, l'opinion publique est extrêmement scandalisée quand on a des dirigeants qui, quand même, sortent, je dirais, de l'univers commun de la rétribution. Voilà. D'ailleurs, les enquêtes, je le signale, montrent que les gens ne sont jamais égalitaristes. Quand on fait des enquêtes là-dessus, les gens vous disent en général des salaires qui vont des revenus de 1 à 4, c'est légitime. Les infirmières pensent qu'il est légitime que les chirurgiens gagnent 4 fois plus. Vous voyez,
Personne n'est égalitariste. Mais on n'est plus dans ce monde-là. Donc il y a quand même un problème, mais je présume qu'on se le pose dans le monde de l'entreprise. La seconde chose que je voudrais dire en termes de justice, c'est qu'il y a un thème qui était très très présent dans les années 50, 60, 70, derrière la critique du taylorisme, etc., qui était le thème de la qualité du travail. Et moi, je suis frappé de voir, côté syndical, par exemple, côté État, peut-être moins côté entrepreneur que je connais moins, comment le thème de la qualité du travail a disparu quasi complètement derrière le thème de l'emploi. C'est l'emploi qui est devenu rare et plus personne ne s'intéresse vraiment au travail. Or, on a beaucoup d'enquêtes sur les travailleurs, beaucoup d'enquêtes internationales. Je vous signale, si vous tapez SSP sur votre ordinateur, vous avez des enquêtes internationales qui montrent que dans tous les pays comparables, quand on demande aux gens ce qu'ils attendent du travail, ce qu'ils mettent en premier, c'est la réalisation de soi dans le travail. Toujours. La seconde chose, c'est l'utilité sociale, d'avoir des relations sociales. La troisième chose, c'est l'argent. Bon. Mais on est toujours très surpris de voir que la vieille éthique wéberienne du travail comme réalisation n'a pas disparu. Or, de ce côté-là, on a quand même le sentiment que l'intérêt pour la qualité du travail a disparu. Et ça, c'est une affaire de justice. Si vous créez des emplois qui sont non socialement inégaux en termes de revenus, mais complètement inégaux en termes de mobilisation des gens, d'investissement, on rajoute à une injustice économique, on pourrait dire une injustice humaine anthropologique. Et moi, je crois qu'il faudrait que l'on se réintéresse au travail, et j'ai le sentiment, quand je regarde la littérature des années 70, 80, on s'intéressait beaucoup au travail, on a l'impression que la question du chômage a balayé assez totalement la question du travail. Sur le mode « t'as un boulot, ça suffit ». Voilà. Tu l'as bouclé. Ça suffit déjà. C'est déjà pas mal. Voilà. Bon, je crois que c'est une erreur, si je peux me permettre ce mot un peu grandiloquent, c'est une erreur anthropologique. Le travail, ça reste l'expérience sociale essentielle avec l'amour. Donc l'État, pour le moment, légifère peu en matière de sentiments amoureux, mais sur le travail, on peut faire quelque chose. Alors, pour rebondir là-dessus, Simon, que peuvent les entreprises par rapport justement à ce qui t'intéresse? Tu l'as dit, la responsabilisation plus grande des parents et également la petite enfance. Est-ce qu'elles peuvent quelque chose, les entreprises, indirectement ou directement là-dessus? Oui. Alors, premièrement, il y a pour des entreprises et des dirigeants des entreprises, pour moi, plusieurs rôles. Le rôle d'entrepreneur, le rôle d'employeur et le rôle de citoyen. On a parlé de distribution des moyens dans la sécurité sociale. On a parlé de la prédistribution avec la politique familiale. Mais ces moyens, ils ne tombent pas du ciel. Ces moyens viennent des entreprises qui créent des plus-values commerciales et sociétales en créant des emplois et donc des salaires et des profits. Tous les deux sont taxés, et ici en Belgique, taxés assez fort. Il faut qu'avec toute cette taxation, on l'utilise d'une manière assez efficace, ce qui n'est pas le cas. Une autre livre d'un collègue. Deuxièmement, bien que la science économique modèle votre main-d'œuvre en tant que simple facteur de production, ce sont des gens ne sont pas des machines, ce sont des hommes et des femmes, des mères et des pères. Vous pouvez, j'aimerais même dire, vous devez faciliter le fait qu'ils peuvent prendre leurs responsabilités, pas seulement en tant qu'employés, mais aussi en tant que parents. Vous pouvez prendre l'exemple en prenant votre responsabilité en tant que parent, en regardant que vous ne planifiez pas des réunions trop tard, alors que les parents qui le désirent peuvent quitter plus tôt et passer du temps avec leurs enfants, sachant bien que le soir, quand les gosses dorment, il faut encore travailler un peu. Dans beaucoup de cas, le plus important est que le travail soit fait, pas où au quand. Une politique familiale dans l'entreprise, c'est aussi une politique ressources humaines efficace,
pas seulement parce qu'il y a des études qui ont montré que des parents qui ont une politique familiale, une politique ressources humaines qui facilite l'équilibre entre le travail et la vie familiale sont plus productifs, mais aussi parce que c'est une politique de ressources humaines attrayante. Sans politique de ressources humaines attrayante, sans offrir du travail que des gens ont envie de faire, vous ne réussirez pas à obtenir et retenir le talent que vous en avez besoin pour réaliser ces plus-values sociétales et commerciales. Vous connaissez les chiffres démographiques, les projections démographiques d'ici 2040. Une politique ressources humaines attrayante sera une des mesures phares pour attirer le talent. Et dernièrement, les dirigeants d'entreprise ont aussi un rôle comme citoyens et citoyennes. Tout ce que tout le monde peut faire, vous pouvez faire aussi, et probablement avec un impact plus fort. Est-ce que vous désirez exploiter vos consommateurs et fournisseurs ou construire des relations commerciales de longue durée? Est-ce que vous utilisez et produisez des produits non réutilisables et non recyclables, ou est-ce que vous vous inscrivez dans une logique d'économie circulaire? Est-ce que vous achetez vos chaises et bureaux et lampes, ou est-ce que vous achetez les services que ces produits vous apportent? Des places pour s'asseoir et pour travailler, et de la lumière. Je sais que c'est une réponse beaucoup plus large On est que loin de la crèche. l'inégalité, mais je pense que la prise de responsabilité de l'un part va de main en main avec la prise de responsabilité de l'autre. Merci. Merci, je crois qu'avec ceci, on est presque dans les temps. Je voudrais simplement vous donner à tous les deux la parole pour le mot de la fin et pour ajouter peut-être la chose que vous voudriez communiquer le plus chèrement à nos auditeurs aujourd'hui sur cette question des inégalités et du progrès. Et le thème, c'était inégalités acquises ou innées. On l'a compris de vos propos, il y a des inégalités de départ, mais il y a une machine, effectivement, comme vous l'avez dit, Monsieur Dubé, qui vise à les accroître, malheureusement. Quel est votre mot de la fin pour après lancer le débat avec les autres orateurs que nous aurons pendant ces 2 jours? C'est très compliqué parce que c'est difficile de sortir de ce qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse actuellement, c'est ce paradoxe qui fait qu'on vit dans une partie du monde où les inégalités n'ont pas explosé, comme on dit. Il y a des super riches, mais les inégalités qui comptent, c'est les inégalités de tous les jours. C'est celle-là. Je veux dire, de savoir les revenus de Bernard Arnault, ça m'énerve. Mais de savoir qu'un collègue a 3 sous de plus que moi alors qu'il n'en coupe pas une rame, ça me rend fou. Voilà. Donc, ce qui n'est pas mon cas, je le signale. Voilà. Donc, je crois que ce qui me semble s'être transformé, ce à quoi il faut réfléchir, c'est sur l'expérience des inégalités. Et je crois qu'aujourd'hui, on est dans une société dans laquelle les inégalités se sont multipliées. C'est-à-dire qu'autrefois, les gens étaient dans des systèmes inégalitaires qui les emboîtaient. J'étais ouvrier, je vivais comme ça. J'étais un bourgeois, je vivais comme ça. J'étais un paysan, je vivais comme ça. Je n'étais pas content d'ailleurs, mais c'est comme ça qu'on vivait. L'expérience des inégalités était collective. Or aujourd'hui, elle s'individualise parce que je peux dire, par exemple, je suis une femme cadre, et en tant que cadre, ça va, en tant que femme, c'est pas supportable. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'on va toujours trouver des registres de son expérience sur lesquels on a une frustration inégalitaire. Et nos comparaisons aux autres se sont complètement accentuées. On est dans un système, Tocqueville a raison là-dessus, on exacerbe les comparaisons. Pour donner des exemples tout bêtes, il y a 50 ans, il y a des gens qui avaient des voitures, des gens qui n'avaient pas de voiture. C'était brutal, mais clair. Aujourd'hui, on est obsédé par le type de bagnole qu'on a, quitte à acheter des 4x4 pour acheter une baguette. Vous voyez, pour polluer la planète dans une tonne de ferraille allemande, rien que pour emmerder les autres. Vous voyez, voilà, bon, parce que c'est ça le moteur, faut quand même dire. Donc,
il me semble que c'est ça qui a complètement changé, et que là-dessus, le discours de l'égalité des chances ne fait qu'accélérer, au fond, cette espèce de chose qui fait que tous les vaincus, je le répète, aujourd'hui basculent dans le ressentiment. C'est la faute aux étrangers, c'est la faute aux immigrés, c'est la faute à l'Europe, c'est la faute aux autres. Et on a quand même un climat politique qui devient très nauséabond, dans une large mesure. Et pour ça que moi, je crois qu'il faudrait réintroduire, et c'est un travail d'intellectuel, mais aussi de patron, mais aussi de responsable, l'idée que l'égalité, c'est bon. Voilà, l'égalité relative, c'est bon. Et je terminerai sur un constat sociologique, c'est que quand vous êtes dans une société égalitaire, relativement égalitaire, la mobilité sociale, c'est-à-dire la chance de changer de position sociale, est relativement forte. C'est-à-dire que quand vous réduisez les inégalités de position, vous avez comme effet automatique plus d'égalité des chances. Mais dans les sociétés qui ne jouent que l'égalité des chances, en réalité, la mobilité sociale est beaucoup plus faible. Je voudrais vous dire que la mobilité sociale est beaucoup plus faible aux États-Unis qu'elle ne l'est en Norvège. Or, les Norvégiens sont persuadés qu'elle est très forte aux États-Unis et les Américains sont persuadés qu'elle est très forte chez eux, alors qu'elle est très faible, pour une raison très simple. Si les écarts de position sont faibles, c'est pas difficile de monter une marche et c'est pas tragique d'en descendre une. Quand les écarts de position sont très forts, c'est très difficile de franchir une marche et ça rend fou de risquer en descendre une. Donc, je voudrais dire, mais c'est un peu vague et assez niais, il faut bien le répéter, mais que les sociétés égalitaires sont plus sympathiques. Voilà. Et un grand médecin anglais qui s'appelait Wilkinson a montré que l'inégalité, c'était mauvais pour la santé. Ça foutait des ulcères, des cancers, des maladies cardiaques. L'égalité, c'est bon, ça rend cool et sympa. Simon, d'accord avec ce mot de la fin, ou tu veux rajouter une phrase? Une phrase? Oui, okay. oui. Investir dans les opportunités des jeunes enfants. Si tout le monde peut retenir ça de mon intervention, je serais content. Super. Moi, je vous remercie à tous. C'était très instructif, en tout cas en ce qui me concerne. Ça a permis, je pense, de clarifier ces deux approches, égalité des positions sociales, égalité des chances et leur dynamique. En tout cas, si vous voulez aller plus loin, relisez bien sûr Simon Ghiotto, L'été de la famille. Relisez Monsieur Dubé qui a écrit plein de livres, Les sociétés et leurs écoles, entre autres. Et relisez aussi Tocqueville, parce que je pense qu'il reste un grand maître sur ces questions. Merci à tous.